des strates de connaissances qui, en fait, vont restituer l'histoire de l'objet, l'évolution qu'il a suivie au cours du temps. Enfin bon, on va essayer de raconter ça. Je ne sais pas s'il y a tous les éléments dans ce bout de texte, mais il y en a au moins certains. Aïda, Terre, 15 juillet 2059, 16h23. 2 jours. Il ne lui avait fallu que 2 jours pour tout programmer. L'interface cognitive était une pure merveille. Toutes les connaissances fondamentales étaient parfaitement décrites. Chaque niveau était construit à partir des concepts définis au niveau inférieur. Elle travaillait maintenant au niveau 120, sur des concepts d'une richesse vertigineuse. Les nanomachines qui attaquaient directement les neurones au niveau 0 étaient fiables à presque 100%. Le réseau de concepts avait été enrichi pendant des années par des dizaines de sémanticiens et de pragmaticiens, pas à pas, et avait cru d'étage en étage de plus en plus sophistiqué, chaque étage combinant quelques milliers de concepts du niveau inférieur. Elle avait participé aux travaux des couches 110 à 120. Elle les connaissait comme si elle les avait faites. Maintenant, à ce stade, il fallait du doigté, de la finesse, presque de la poésie, du travail d'artiste. Pour quelqu'un qui avait la maîtrise du système, la programmation des concepts et des priorités au niveau 120 était très rapide. Ensuite, la production d'une nanomachine était presque instantanée. Le réseau de concepts correspondants était câblé dans les circuits intégrés par un processus entièrement automatisé. Il fallait environ 10 minutes pour produire un prototype opérationnel et quelques minutes supplémentaires pour poser la nanomachine sur une paupière. Elle remontait alors toute seule le long du nerf optique. Alors en fait, si vous avez envie de lire une nouvelle qui, de manière peut-être un peu plus poétique, essaie d'explorer ce qu'apporterait une innovation scientifique dans la vie quotidienne et sous forme audio, il y a une très belle lecture qui a été faite par un camarade suisse qui s'appelle Lucas Moreno sur un podcast qui s'appelle Utopod. Donc je pense que si vous tapez Utopod 016, vous devez tomber directement dessus. C'est la nouvelle qui s'appelle La Bulleuse. Et puis avec tout ça, on n'a pas encore parlé du fait que j'étais une femme. Comme une bonne partie d'entre nous ici, mais pas seulement. Et si je relis Science et le fait d'être une femme, il y a une chose que je peux vous dire qu'on comprend très vite quand on est une femme, c'est qu'on peut quand même être scientifique quand on est une femme. Et de la même manière qu'on peut quand même être très bon en maths quand on est, je ne sais pas, par exemple, africain. Ou qu'on peut quand même s'exprimer très bien quand on vient d'un milieu modeste ou défavorisé. Et ce petit quand même, c'est quelque chose qui est prononcé dans un souci d'ouverture, de tolérance. Et à force de l'entendre, il prend de plus en plus de place. Il est de plus en plus lourd parce qu'on le reçoit en ne comprenant pas quelle est la nature profonde de la restriction qu'il vous plaque sur le dos. Et cette restriction-là, ce petit quand même, et je crois qu'on l'a tous plus ou moins ressenti, hommes ou femmes, parce que on est tous... j'ai écrit des tas de trucs très bien, et puis je ne vais pas m'en servir. Bon, ça fait rien, j'y reviendrai. Moi, ce que maintenant je vis professionnellement, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre. Mais vous devez bien en parler aussi. Le plafond de verre, il y a un moment donné, au départ,
dans le milieu professionnel, bon, ben, on est à peu près autant d'hommes que de femmes. Quelquefois, il y a même un petit peu plus de femmes. Et puis, on gravit les échelons. Et puis, bon, par exemple, dans le milieu universitaire, des maîtres de conf, il y en a à peu près autant que de professeurs des universités. Puis on passe au niveau professeur des unités. Ah bah tiens, on tombe à 30% de femmes, on ne sait pas trop pourquoi. Elles étaient un petit peu plus nombreuses au niveau thésarde et puis sont un peu moins nombreuses au niveau professeur des universités. Puis après, dans les professeurs première classe, eh bah tiens, il y a encore un petit peu moins de femmes. Et puis des directeurs du FR, doyens de faculté, postes à responsabilité, la proportion de femmes continue à dégringoler. Et dans les équipes présidentielles, vous n'en trouvez pratiquement plus. Et des présidents d'université, en France, on a, je crois, 93 universités, on a une femme présidente d'université. L'honneur est sauf. Donc, ce qu'on appelle le plafond de verre, oui, c'est simplement ce processus qui ne vous dit jamais que vous ne progresserez pas parce que vous êtes une femme, qui n'a d'ailleurs peut-être même pas conscience lui-même de la sélection qu'il opère, et qui fait que, à qualité égale ou à mérite égal, on ne sait pas pourquoi, mais c'est sûrement pas parce que c'est un homme, mais il se trouve que c'est l'homme qui obtient la responsabilité, eh bien c'est quelque chose dont on est obligé de prendre conscience professionnellement quand on atteint un certain niveau. On peut être naïf longtemps, je l'ai été longtemps, je le sentais pas. On le sent quand on a vraiment la tête qui est dessous. Voilà, donc tout ça n'a pas trop changé, et la science-fiction est quand même l'image des fantasmes qu'on a projetés sur la science, et en particulier sur les sciences dures dont je parlais tout à l'heure. Et moi, il me paraît, je pense que ce n'est pas uniquement pour des raisons éditoriales qu'elle a été assez clairement masculine. Je pense que c'est aussi parce que la science l'était. Et il y a eu quand même toute une période, ce grand âge d'or de la science-fiction en particulier, où les femmes sont peu présentes dans la science-fiction. Quand on la lit et qu'on l'aime, le jeu, eh ben, il faut faire semblant dans sa tête d'être l'homme de l'histoire. Et puis à un moment donné, on a un instant de trouble. Moi, je l'avais en général une fois que j'avais fini l'histoire et que je la refermais, où j'avais l'envie de la réécrire dans ma tête pour moi, mais où cette fois-ci avec un jeu étant une femme. Et on n'arrive pas à faire les deux à la fois. On n'arrive pas à lire le jeu, je suis un homme, je suis le héros, je fais des tas de choses passionnantes, mais on voit bien que c'est pas une femme qui est en train de le faire, parce que ça se voit quand même quand on écrit. Donc voilà, on est obligé de cela recréer après coup. Donc il y avait des femmes quand même dans ces ouvrages, mais c'était, alors comment j'avais dit, des compagnes des faire-valoir, le repos du guerrier, les villes tentatrices et les dangereuses manipulatrices. Alors, j'exagère évidemment en disant ça. Bon, d'une part, ça correspond à une époque, et d'autre part, même à l'époque, ça n'était pas tout à fait vrai, puisqu'il y a toujours eu, même parmi les écrivains hommes, des hommes qui avaient le souci, la capacité et la volonté de décrire des personnalités féminines riches, complexes, dans toutes leurs dimensions. Mais je crois qu'ils ne sont pas majoritaires, qu'ils n'étaient pas majoritaires, et je ne sais même pas s'ils le sont à l'heure actuelle. Là, par exemple, j'aimerais bien saluer Christopher Priest ou d'autres qui savent très bien mettre en scène des personnages féminins, éventuellement avec un jeu féminin, et qui le font très bien. Mais enfin, il a quand même fallu, pour que la tendance devienne significative, que les femmes prennent leur place dans le champ de l'imaginaire et dans celui de la science-fiction, et qu'elles y deviennent suffisamment nombreuses pour que les choses changent de manière un peu plus significative. À partir du moment où des femmes ont commencé à écrire de la science-fiction, on a commencé à avoir un certain nombre de personnages centraux qui étaient féminins. On a eu des femmes qui vivaient des aventures, des femmes qui étaient pilotes, des femmes qui étaient guerrières, des femmes qui étaient scientifiques. J'ai vu qu'il y avait Chamblot de Catherine Moore. Il y a des auteurs ici, que ce soit en science-fiction ou en fantasy, qui illustrent très bien ces femmes héroïnes. Mais en même temps, s'il ne s'agit que de tenir les mêmes rôles que les hommes et de le faire en gros de la même façon, je trouve qu'on n'a pas apporté grand-chose. Et qu'à part féminiser le rôle masculin, on se prive de bien des choses intéressantes qui restaient à faire. Donc, la science-fiction a mis un petit peu plus de temps que la littérature générale à réellement englober ce que peut être la richesse d'une identité féminine sexuée, à mon avis.
mais elle l'a fait. Et il se trouve que les trois auteurs dont le nom me venait naturellement sous le clavier en réfléchissant à la question, c'était exactement les trois que Marc a cités, donc il doit y avoir quand même quelques bonnes raisons. Elisabeth von Harburg, Ursula Le Guin, c'est évident, il faut lire Ursula Le Guin, et Johanna Russ, qui en plus est décédée il y a une dizaine de jours, donc on a une pensée pour elle, mais qui ont eu le mérite d'écrire des histoires dans lesquelles les femmes importantes, intelligentes, actives, qui parlaient, c'était pas juste des hommes au féminin. Elles avaient d'autres manières de se poser des questions, d'autres manières, y compris d'autres manières de construire presque charnellement leur rapport à la science. Parce que tu disais que la science était neutre, mais en même temps, Lise Bey, elle se l'approprie d'une manière qui, moi, m'a paru, en tant que lectrice féminine, très féminine. Elle est neutre, mais on ne l'absorbe pas, on ne joue pas avec elle tout à fait de la même manière, il me semble.